On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle. De multiples lectures, visionnages et discussions potteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga, en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Bizarre Sisters. Nous enregistrons ce nouvel épisode à distance, toutes les deux. Bonjour Lucie, comment vas-tu ? Bonjour Alice, ça va et toi ? Ça va super bien. Aujourd'hui, on a décidé de parler des 4 maisons de Poudlard. Donc, on va les aborder sous plusieurs aspects, à la fois l'aspect un peu plus, on va dire, historique, ou en tout cas bibliographique, des livres, des films, comment est-ce que c'est abordé à l'intérieur. Et puis surtout, des qualités, des vertus des différentes maisons, de comment est-ce qu'on se sent intérieurement à travers ces maisons, et qu'est-ce que ça peut apporter finalement, c'est la répartition à travers ces 4 maisons d'un point de vue plus, peut-être plus philosophique ou plus, plus de connaissance de soi, on va dire. Est-ce que ça te va comme programme, Lucie ? C'est parfait. Super. Alors, c'est parti. Est-ce que tu peux déjà me redire un petit peu ce que... juste, commençons par la base. Quelles sont les 4 maisons de Poudlard ? Alors, c'est pas compliqué. Je pense que tout le monde parmi vous sera capable d'en parler si vous êtes un minimum fan. On a Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et la meilleure maison, Serre d'Aigle. Oh yeah. Mais soyons fair-play et ne parlons pas trop de notre maison à nous, même si nous sommes toutes les deux Serdaigle. Aujourd'hui, on va parler des 4. Les 4 sont à égalité. Ou Oui. en tout cas, est-ce qu'elles le sont vraiment ? Je suis allée chercher les stats de Hogwarts Legacy, tu sais, le jeu Harry Potter qui est sorti là en début d'année. Ouais. Et donc, du coup, j'ai trouvé les stats le 24 février, donc 15 jours après la sortie, comme il y a eu un gros engouement, pour savoir un peu, tu vois, quelle est la répartition finalement de la population à travers ces différentes maisons, ou en tout cas, comment est-ce que les personnes choisissent, qu'est-ce qu'elles choisissent comme maison. J'ai pas réussi à trouver les stats sur Pottermore ou sur Wizarding World, puisqu'il y a un test officiel. Si jamais vous ne le savez pas encore, il y a un test officiel pour savoir dans quelle maison en anglais. Par contre, c'est tout en anglais. Mais voilà, donc du coup, à ton avis, est-ce que tu as une idée de quelle maison est la plus sollicitée, la plus plébiscitée, et dans laquelle il y a le plus de personnes ? Si tu as un petit classement à faire, à ton avis, ça serait quoi ? Alors, je pense que malgré tout, il y a des personnes qui se sont mis dans des maisons, mais qui n'y appartiennent pas réellement, mais plus par curiosité. Je pense notamment à des gens qui se seraient inscrits dans la maison Poufsouffle pour voir ce que ça donne, puisqu'on n'a pas forcément beaucoup d'informations, mis à part que c'est à côté des cuisines, etc. Mais je pense qu'on y reviendra. Mais je pense que ça doit être un petit peu faussé au niveau des statistiques vis-à-vis de ça. Mais je dirais qu'il y a principalement des Gryffondors. Et ensuite, peut-être justement pour ce côté découverte et curiosité des Poufsouffles, puis des Serpentards et enfin des Serres d'Aigle. Eh bien, détrompe-toi. En tout cas, au 24 février dans Hogwarts Legacy, c'était Serre d'Aigle qui arrivait comme la maison la plus choisie. C'est vrai ? Ouais, puis Serpentard, puis Gryffondor et enfin Poufsouffle. Ah ouais. Donc après, les stats, elles peuvent changer, je pense aussi en fonction des moments, hein, donc à voir comment ça se répartit. Et j'ai trouvé d'autres statistiques, pas sur Hogwarts Legacy cette fois, mais plus sur une analyse de la répartition qui est faite justement sur anciennement Pottermore, maintenant Wizarding World. Puisque donc c'est une cérémonie, il y a des questions, en fait, il y a une suite de questions, un quiz. Et en fait, en fonction de tes réponses, tu es réparti dans une ou l'autre des maisons. Et donc, en fait, j'ai pas trouvé les stats de combien de personnes sont dans quelle maison. Par contre, il y a 43,3% des Poufsouffles qui étaient d'accord avec ce choix des maisons, 43% des Serpentards qui étaient d'accord avec ce choix des maisons, 56,5% des Gryffondors qui étaient d'accord avec ce qui avait été choisi pour eux, et 66% des Serres d'Aigle qui étaient d'accord avec ce choix-là. Donc, voilà. Pour ce que ça vaut, il y a des personnes qui sont contentes, d'autres pas, de cette répartition. Moi, je trouve qu'il est plutôt juste. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, parce que je sais que tu as déjà eu l'occasion de le faire et que tu l'as fait faire à plusieurs personnes aussi. Ouais. Alors moi, de l'expérience que j'en ai, effectivement, je suis plutôt d'accord. Après, j'imagine que ça dépend aussi de la façon dont la personne répond. Si jamais elle s'en fiche un peu, ça va plus fausser le résultat.
Mais effectivement, je pense que les personnes qui ne sont pas d'accord, c'est qu'elles avaient d'autres attentes. Petit exemple, c'est toi qui m'as fait faire, le test, anciennement sur Pottermore du coup, quand j'avais 11 ans. Et donc quand j'avais 11 ans, j'étais en 6e, j'étais en mode: «Ah waouh, Gryffondor, c'est trop bien!» Et donc du coup, moi, j'ai vu que j'étais à Serdaigle, j'étais un petit peu dégoûtée, mais je me suis dit: «Mais non, mais si jamais je suis répartie à Serdaigle, c'est qu'il y a une raison». Et du coup, j'ai appris à aimer cette maison et je n'irai pour, rien au monde à Gryffondor. Désolée les Gryffondors. Tu trop mignonne. Alors justement, peut-être que ça peut être intéressant, de poser cette question, bon, on est encore sur des questions un peu, entre guillemets «faciles» par rapport à l'univers d'Harry Potter, mais Lucie, comment est-ce qu'on fait pour choisir sa maison? Et ben, c'est le Choixpeau. C'est un objet, qui a une forme de chapeau, une sorte de vieux tissu avec une bouche, qui a été, je crois, amené par, Gryffondor. Godric Mmh. Gryffondor, c'est lui qui l'a créé. Mmh. On va y revenir après peut-être sur l'histoire du chapeau, mais explique-nous qu'est-ce qu'il fait du coup ce chapeau? OK. Et bien, du coup, le Choixpeau, une fois posé sur la tête d'un élève, il analyse, il lui songe ses pensées, il lui sonde ses pensées, pardon. Et il va venir, sortir les valeurs, principales afin de pouvoir le répartir dans une maison. Donc généralement, il y a une maison qui est dominante et donc du coup, l'élève est envoyé dans cette maison-là. Et si jamais plusieurs maisons sont possibles, c'est ce qu'on appelle un chapeau flou. Et donc du coup, soit c'est, le Choixpeau qui va choisir en fonction de ce qui paraît le plus prédominant, soit c'est l'élève qui a aussi sa décision, comme Harry, on le voit dans le 1, c'est l'exemple le plus flagrant. Le Choixpeau veut l'envoyer à Serpentard, vers le chemin de la grandeur, etc. Et Harry dit surtout pas. Donc il décide de choisir sa maison. Mais il y en a pour qui c'est pas le cas. Par exemple, Hermione, qui a une chapeau flou, mais peut-être qu'on en reviendra après, mais Hermione qui a une chapeau flou entre Gryffondor et Serdaigle, le chapeau l'envoie à Gryffondor. Alors attention parce que chapeau flou, c'est un terme quand même bien précis, et en fait, c'est un élève qui attend plus de 5 minutes avant de savoir dans quelle maison il va être envoyé et Hermione a failli être chapeau flou parce que le chapeau hésitait entre Serdaigle et Gryffondor, mais finalement, ça durait moins de 5 minutes, donc elle n'est pas officiellement chapeau flou. Ah d'accord. Ouais, par contre, on connaît des chapeaux flous, dans l'univers. Il y en a 3, il me semble, qui sont connus. Est-ce que tu les connais, toi? Bah Harry, évidemment. Alors pareil, c'est pas plus de 5 minutes. En tout Ah cas, ouais? en tout cas, j'ai pas trouvé, cette information, moi. Ah bah, du coup, j'en connais certains, mais je sais pas s'ils ont, l'étiquette chapeau flou. Vas-y, Pour essaye. pour moi, il y avait Flitwick, Ouais, qui était, soit, Serdaigle, soit Gryffondor. ouais, tout à fait. McGonagall, Mmh. pareil, Serdaigle ou Gryffondor. Ouais, ce qui est assez rigolo parce que du coup, McGonagall, donc c'est la chef de maison finalement des Gryffondors et Flitwick, de Serdaigle et ça aurait pu être l'inverse finalement Mmh. s'ils avaient été répartis différemment. Et la troisième personne, je suis pas sûre de savoir. Alors c'est une personne, qui, on dit n'a pas sa place dans la maison Gryffondor. Ah! Peter Pettigrew? Ouais, le chapeau magique apparemment avait hésité en dé à l'envoyer entre Gryffondor et Serpentard. Voilà, voilà. OK, donc on peut pas choisir sa propre maison, sauf éventuellement si on fait la demande au Choixpeau et qu'il l'accepte, mais c'est le Choixpeau qui choisit pour nous, contrairement du coup à Hogwarts Legacy où là, c'est toi qui choisis. Mmh. Est-ce que tu sais, Lucie, d'où vient le système des maisons, de répartition dans les maisons? D'un point de vue, heu, d'un point de vue moldu, est-ce que tu sais d'où ça vient? Je comprends pas la question. Peut-être que tu sais pas, dans ce cas, je vais me permettre de te le dire, parce que moi j'ai passé un petit peu de temps, dans certaines écoles en Angleterre et en fait, en Angleterre, il y a des systèmes de maisons aussi qui existent. Je sais pas si tu le sais? Non. Dans les écoles moldues, en fait, il y a des écoles où, les élèves sont répartis, dans des maisons et puis, les maisons, moi, je sais que là où j'avais vu le fonctionnement, c'était des noms d'arbres. Donc il y avait, le bouleau, l'orme, le chêne et cetera et en fait, les élèves étaient répartis dans des maisons comme ça. Donc ça se fait dans des écoles en Angleterre et mais sauf qu'en fait, c'est plus, ben, un peu au hasard et puis ensuite les personnes de la même famille vont se retrouver dans les mêmes maisons. Donc c'est pas quelque chose qui a été inventé par, J.K. Rowling, le système des maisons, c'est quelque chose qui existe d'un point de vue, moldu en Angleterre,
Et après, par contre, le côté être réparti en fonction de ses caractéristiques et son caractère et ses valeurs, etc., ça oui, ça elle l'a ajouté. Mais à la base, le système des maisons, ça existe aussi dans le système anglo-saxon au niveau scolaire. D'accord, mais du coup, ils sont répartis en fonction de quoi dans le monde moldu? Alors, quand j'avais demandé, on m'avait dit que c'était un peu au hasard, mais qu'à partir du moment où il y avait plusieurs frères et sœurs dans la même maison, bah, le premier était reparti au hasard, mais les autres allaient dans la même maison en fait. Donc en gros, tu es un peu destiné par ta fratrie, mais sinon le reste était au hasard. En tout cas, c'est D'accord. ce qu'on m'avait dit quand j'avais demandé là-bas. Et donc le but, enfin, quel est le but de cette répartition? C'est un petit peu la même chose finalement qu'à Poudlard, c'est-à-dire d'avoir un sentiment d'unité et puis de cohérence, de groupe finalement. Et puis bah, d'aider les personnes un peu en compétition, donc notamment tu vois avec les équipes sportives, comme c'est le cas par exemple à Poudlard avec le Quidditch. Voilà, du coup de proposer aux élèves de se sentir soutenus en groupe pour gagner des points en fait et puis pour être les meilleurs par rapport aux autres. Donc il y a un peu le côté compétition, mais il y a aussi un peu le côté de récompenser ceux qui font des bonnes choses, etc. Et puis tout ça avec une notion de groupe, quoi. OK, je ne savais pas. Est-ce que tu peux nous dire dans quel Harry Potter est-ce que Harry, le narrateur, voit la chanson du Choixpeau magique? Alors du coup, il y assiste en première année quand il se fait répartir dans sa maison. En deuxième année, il n'y assiste pas, parce que donc, il s'est pris le mur, de la gare à King's Cross. Donc il a pris la voiture volante avec Ron et il s'est retrouvé dans le saule cogneur, et ensuite dans le bureau de Rogue, donc ils n'ont pas pu assister à la cérémonie. En troisième année, Harry n'a pas pu y assister parce que dans le train, il s'est fait, alpaguer par des détraqueurs. Donc il a passé un peu le reste de son séjour à l'infirmerie avec madame Mumfresh. Alors, il n'est pas allé à l'infirmerie, il est allé dans le bureau de McGonagall pour voir s'il avait besoin d'aller à l'infirmerie. What? Enfin Ah, les bref, détails, c'est important, les détails sont importants. donc il n'a pas assisté à la cérémonie. En quatrième année, il y a assisté. En cinquième année, il y assiste aussi. En sixième année, je crois qu'il y assiste, mais il y arrive en fait, non, il n'y assiste pas, il arrive pendant le discours de Dumbledore. Pourquoi? Parce que enfin Malfoy, lui a lancé un sortilège et Luna l'a retrouvé après, dans le train Ouais, et donc du coup il a été ralenti par l'intervention de Malfoy qui l'a empêché de sortir du train et du coup, il s'est retrouvé arrivé trop tard à la cérémonie de répartition et donc du coup, il arrive qu'au dessert du banquet. ouais, bah, déjà, il est pas retourné à Londres comme ce que Malfoy voulait, donc c'est déjà pas mal et en septième année, il n'y assiste pas vu qu'il ne fait pas sa septième année à Poudlard. Exactement, merci beaucoup pour ce super récap, Lucie. Avec plaisir. Du coup, tant qu'on est sur le Choixpeau, est-ce que tu as des choses que tu as envie de nous partager sur l'histoire du Choixpeau? Eh bien, ce que je disais tout à l'heure, du coup, c'est qu'il me semble que le Choixpeau a, été créé, hem, par Godric Gryffondor, donc l'un des 4 fondateurs, de Poudlard, que c'était son idée d'avoir, quelque chose qui permettrait de répartir les élèves dans une des maisons. Le Choixpeau, il me semble qu'il a une pensée. C'est-à-dire que donc il peut lire les pensées des gens, mais il peut réfléchir et en fait, il passe toute son année à réfléchir à la chanson, qu'il va chanter aux élèves, en début de l'année suivante. Mais sinon, il a pas forcément beaucoup d'autres utilités. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un peu la particularité de ces chansons? Et bah, chaque année, c'est une chanson différente, heu et ça annonce un petit peu la couleur de l'année. C'est-à-dire que, par exemple, en quatrième année, il va parler, d'un danger et cetera et en fait, il parle du tournoi des 3 sorciers. Mmh. Et puis après, il met vraiment aussi face au contexte, surtout du monde magique, une fois que le retour de Voldemort est acté. Au début du 5, il a un discours presque politique, plus que de son rôle de Choixpeau. Mmh. Et il est utilisé aussi pour autre chose que pour la cérémonie de la répartition. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Oui, dans Harry Potter 2,
il est envoyé plus ou moins par Fumsec, donc plus ou moins par Dumbledore, et donc il amène l'épée de Gryffondor dans le chapeau. Où ça? À qui? Comment? Vas-y, raconte. Pardon, dans la chambre des secrets, quand Harry combat le basilic, et il se retrouve en position d'aide, enfin il a besoin d'aide, Harry. On connaît bien le dicton de Dumbledore à Poudlard, une aide sera toujours apportée à celui qui la demande, ou c'est celui qui en a besoin. Il a changé plusieurs fois son petit dicton. Et donc du coup, Fumsec apporte à Harry le Choixpeau. Donc au début, il comprend pas trop, et en fait, quand la situation se présente à lui, il arrive à sortir l'épée de Gryffondor du Choixpeau. Yes, exactement. Et bah, ça, c'est aussi justement parce que c'était le Choixpeau de Godric Gryffondor que c'est relié. En fait, c'est une relique finalement d'un des fondateurs de Poudlard. Donc c'est relié aussi à l'autre artefact magique qui appartenait à Godric Gryffondor, l'épée. C'est comme ça qu'elle peut apparaître, effectivement. Trop bien. T'avais plus de détails sur le Choixpeau, comment il a été créé, etc. Non, pour moi, c'est bien ce que tu as dit, c'était très synthétique. Alors, passons-en au vif du sujet. Bah, peut-être pour commencer sur cette thématique des 4 maisons, ce que je vais faire, c'est que je vais lire un tout petit extrait de Harry Potter, et à l'école des sorciers. Donc chapitre 7, le Choixpeau magique justement, et je vais lire un extrait de la chanson pour, qu'on ait bien en tête, aussi et que vous ayez bien en tête en tant qu'auditeur, les maisons et les caractéristiques que le Choixpeau, leur attribue. Donc c'est parti. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux, les hardis et les plus forts sont rassemblés en ce haut lieu. Si à Poufsouffle vous allez, comme eux, vous serez juste et loyal. Ceux de Poufsouffle aiment travailler, et leur patience est proverbiale. Si vous êtes sage et réfléchi, Serre d'Aigle vous accueillera peut-être. Là-bas, ce sont des érudits, qui ont envie de tout connaître. Vous finirez à Serpentard, si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards, qui parviennent toujours à leur fin. Voilà, on va s'arrêter là, on va pas lire tout le livre. Hein. Je suis un peu déçue que tu l'aies lu et pas chanté comme le Choixpeau. Ah, désolée. Eh ben, c'est une très belle chanson du Choixpeau qui explique bien la définition des valeurs des 4 maisons. Effectivement, si jamais on reprend un petit peu les valeurs fondamentales, Gryffondor, c'est principalement le courage, la force d'esprit et la hardiesse. Poufsouffle, ça va être l'équilibre, la loyauté, la patience. Serre d'Aigle, ça va être la sagesse, le discernement, l'érudition et la curiosité. Et Serpentard, ça va être la ruse, l'adresse et la détermination. Toi, tu perçois ça comment, Alice? Alors en fait, c'est rigolo, mais bon, moi je le vois vraiment comme un peu une classification, tu vois, en termes de tempérament. Et bon, voilà, moi je il y a plein de classifications qui existent en termes de psychologie, qui sont multiples et variées et tout, mais pour moi, c'est comme si ça donnait un nouveau prisme de vue, un peu. Hem, il y a beaucoup la notion de 4 qui revient dans l'Occident. Donc on parle souvent des 4 éléments, par exemple, ou bien, des 4 couleurs, voilà, le vert, bleu, jaune et rouge. C'est un peu les 4 couleurs qui reviennent beaucoup, sur les même sur voilà, sur, pas les stylos 4 couleurs, mais, dans la vie en général, quoi. Enfin, on parle toujours de ces 4 couleurs-là Sur et le logo Windows, c'est les 4 couleurs. voilà et en fait, et puis même, en fait, quand on remonte à la période de Hippocrate, en tant que médecin, il avait défini 4 tempéraments différents, et qui sont pour moi un peu en lien justement avec les 4 tempéraments des 4 maisons de Poudlard. Donc c'est rigolo parce que je trouve que finalement on retrouve à chaque fois, une classification comme ça qui revient. Alors, il y a toujours cette notion, qui est très intéressante de dire: «Je mets quelqu'un dans une case», mais aussi pour pouvoir mieux l'en sortir. Et pour moi, c'est aussi intéressant de dire: «Oui, je m'identifie plus à l'une ou à l'autre», mais un peu on a les 4 en nous quand même. Je vais revenir dessus. Mais voilà et pour moi, bah, justement, donc c'est facile d'identifier justement les couleurs avec les maisons, heu, mais peut-être pour les éléments, est-ce que toi tu arrives à identifier un élément avec chacune des maisons? Bah, Gryffondor, c'est facile. C'est rouge, donc c'est le feu. Ouais? Serre d'Aigle, bleu, donc c'est l'eau. Non. Ah ouais? Regarde, c'est quoi Bah, l'animal?
Ouais, non, c'est l'air parce qu'en plus, ils sont, sur la plus haute, tour. Exactement. Et puis Heu, c'est un aigle, le ouais. blason. Bah, du coup, Serpentard, c'est plutôt l'eau puisqu'ils sont à côté du lac Noir Ouais, et Poufsouffle, la terre, ouais, parce que tout c'est à un fait. blaireau. Ouais et puis c'est vrai qu'il y a vraiment, quelque chose qui est très en lien avec ces éléments. Enfin, tu vois, quand tu regardes la salle commune des Gryffondor, elle est toute rouge évidemment puisque c'est à chaque fois c'est aux couleurs des maisons, mais il y a quelque chose de très chaleureux, tu vois? Avec le feu qui est là et cetera. Effectivement, comme tu disais, la salle commune, des Serres d'Aigle, elle est tout en haut, de la plus haute tour et du coup, bah, c'est vraiment connecté à l'élément de l'air avec l'aigle et cetera. La maison Serpentard, elle se trouve sous le lac, en fait, et dans la salle commune des Serpentards, il y a des grandes vitres qui donnent sur le lac. Et est-ce que tu te souviens où est située la salle commune des Poufsouffles, justement en lien avec l'élémentaire? Comment est-ce qu'elle est? Alors, elle est, derrière les cuisines Mmh. et pour y entrer, il faut, chatouiller, le tableau d'une poire. Ah non, ça, c'est pour entrer dans la cuisine! Oui. Ah, je suis bête! Oh, la gourmande! Alors comment on fait pour rentrer chez les Poufsouffles? Alors, je sais que c'est pas un mot de passe, mais je sais plus comment on fait pour y rentrer. Je vais t'aider, il y a une histoire de tonneau. Je me rappelle plus. En fait, il faut toquer au rythme des syllabes de Helga Poufsouffle sur le deuxième tonneau, qui est à côté des cuisines, en fait. Il y a plusieurs tonneaux qui sont entassés, près des cuisines et si jamais c'est pas bien fait, tu as du vinaigre qui sort du tonneau et qui t'asperge. Mais, du coup, c'est un mot de passe qui change jamais. Jamais, jamais, jamais. Non, jamais, jamais, jamais. Ah, bah, écoute, hein, chaque salle commune a sa manière de fonctionner. Je trouve que c'est Les représent Poufsouffles, ils sont loyaux, tu vois? ouais, c'est ça, c'est représentatif aussi de leur maison et de dire que, bah, en soi, c'est pas comme, les Gryffondor et les Serpentards où, c'est un mot de passe qui change à un instant T. Heu, c'est pas comme, les Serres d'Aigle où à chaque fois il faut de nouveau chercher dans son esprit pour répondre à une énigme. Là, ça a toujours été comme ça et ça restera toujours comme ça et parce qu'effectivement, on est loyal à ça et c'est notre équilibre, c'est notre constante et cetera. C'est Ouais, donc intéressant. tu disais effectivement mot de passe pour Gryffondor et Serpentard. Est-ce que tu peux redire comment est-ce qu'elle est, l'entrée de ces salles communes de Gryffondor et Serpentard? Gryffondor, c'est, à travers le portrait de la grosse dame, et c'est un mot de passe qui change tous les mois, qui est défini par le préfet, je crois? Ouais, préfet, grosse Ou dame, je crois que c'est la Dumbledore? grosse dame qui le choisit. OK. Serpentard, c'est pareil, un mot de passe qui change tous les mois aussi. Ça, je sais pas, je connais pas la fréquence. C'est un mot de passe en tout cas. Et ça se trouve donc, l'entrée se trouve dans les cachots. Ouais. Je sais plus si c'est derrière un portrait ou pas. Non, c'est pas derrière un portrait, c'est un mur, c'est un mur, je crois. Et comment est-ce qu'on reconnaît le mur? Alors, du coup, d'après le wiki, c'est juste il y a un mur des cachots qui, s'ouvre quand on dit un mot de passe, mais il précise pas comment on reconnaît le mur. OK. Et donc du coup, pour Serre d'Aigle, c'est une énigme, qui est posée à chaque fois qu'un élève veut entrer dans la salle commune et il faut répondre bien à l'énigme pour pouvoir rentrer. Donc il faut pas être pressé si jamais, tu es un peu fatigué, tu pas bien réveillé. Faut pas, être pressé, de rentrer et faut pas non plus, avoir oublié bêtement quelque chose dans la salle Ouais. commune. Et c'est rigolo parce que finalement, ces 4 manières de rentrer dans la salle commune, effectivement, elles sont très en lien avec l'esprit des maisons Mmh. puisque, bah, voilà, ouais, comme tu disais, Poufsouffle, il y a ce côté de on accueille tout le monde, en fait, qui est vraiment dans l'état d'esprit de Helga Poufsouffle elle-même qui disait: «Bah, moi, j'accueille tous ceux enfin, tout le monde, en fait, peu importe, un peu ceux que vous voulez pas, finalement, puisque les autres, ils sont très sélectifs et tout, mais moi, je suis OK pour accueillir tout le monde a le droit d'apprendre» et donc en fait, c'est un peu ça, finalement, dans le fait d'avoir un mot de passe qui soit pas un mot de passe d'ailleurs, qu'on rentre sans juste avec quelque chose d'universel. Les Serdaigle qui restent dans un truc de, bah, en fait, on veut toujours être stimulé intellectuellement, donc une devinette pour pouvoir apprendre, pour pouvoir découvrir et cetera. Et puis, Gryffondor et Serpentard, c'est des mots de passe, mais du coup, il y a que les personnes un peu du clan qui peuvent rentrer, quoi Mmh. et je trouve qu'on retrouve vraiment beaucoup cette notion, tu vois,
forte d'appartenance, de bon après c'est aussi parce que les livres sont écrits du point de vue de Harry qui a, du coup il y a cette opposition Gryffondor-Serpentard qui est très marquée, mais c'est un peu comme s'il y avait des clans assez forts et finalement c'est genre, ouais, tu fais partie du clan des Gryffondor ou du clan des Serpentards. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'appartenance, tu vois, qui va bien avec le côté mot de passe finalement. Mmh. Je trouve ça un peu dommage, limite que ce soit pas une sorte, d'épreuve pour, les Gryffondors et qu'ils aient pas, quelque chose qu'ils doivent combattre ou même sans que ce soit non plus tout à chaque fois qu'ils passent dans la salle commune, à chacun leur passage. Mais, je sais pas, une fois par semaine ou alors que les dimanches ou ce genre de choses, que ce soit un peu, une épreuve et qu'il faut que tu sois courageux, que tu combattes un peu quelque chose, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Ouais, Ça aurait carrément, pu être chouette. carrément. Est-ce que tu te souviens, lesquelles des salles communes Harry visite ou ne visite pas et quand? Bah, forcément, il va dans Gryffondor. Il visite la salle commune des Serpentards dans le tome 2, lorsqu'il prend du polynectar et qu'il est, avec Ron, sous la forme de Crabbe et Goyle, pour essayer d'avoir des informations sur, l'héritier de Serpentard, Ouais. savoir si c'est Drago lui-même ou pas. Il ne rentre, jamais à Poufsouffle, mais par contre, il rentre à Serdaigle dans le tome 7 avec Luna, pour pouvoir essayer d'avoir accès au fantôme de Serdaigle, Elena Serdaigle. Ouais, carrément. Et du coup, tu fais une belle transition. Est-ce que tu peux nous rappeler aussi les fantômes des 4 maisons, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Donc, le fantôme de Gryffondor, c'est Nick Quasi-Sans-Tête, ou alors de son nom, Sir Nicholas de Mimsy de Pington, Voilà, exactement. Toi-même, tu sais de notre épisode précédent. exactement. Ensuite, chez Poufsouffle, c'est le moine gras. Chez Serdaigle, donc c'est la dame grise, c'est, la fille de Rowena Serdaigle, Elena Serdaigle. Mmh. Et à Serpentard, c'est le baron sanglant. Et le baron sanglant, tu as des informations en plus? Je pense que tu sauras mieux en parler, je me rappelle pas de tous les détails, mais il me semble qu'il a été, impliqué dans un combat et que enfin, du coup, toute sa robe est tachetée de sang. Oui, alors il a même une connexion avec, un autre fantôme, la dame grise, en fait, la Elena, Serdaigle. Alors, du coup, la petite histoire, c'est que, Elena Serdaigle s'est brouillée avec sa mère. En fait, elle lui a volé le diadème, de Serdaigle et puis elle est partie. Et en fait, le baron sanglant était très, très amoureux de Helena Serdaigle. Et du coup, quand Rowena Serdaigle, en fait, allait mourir, elle a demandé à ce que sa fille soit présente auprès de lui. Et du coup, elle a demandé au baron sanglant d'aller la chercher parce qu'il savait qu'il l'abandonnerait jamais puisqu'il était amoureux d'elle. Et donc, il est allé la chercher, il l'a trouvée. Et en fait, il a essayé de la ramener et elle voulait pas. Et en fait, de rage, de colère, en fait, il l'a tuée. Et après, il s'en est tellement voulu qu'il s'est tué lui-même. Et finalement, ils se sont retrouvés à être tous les deux piégés pour l'éternité à Poudlard. Un peu triste. Un peu triste. Est-ce que tu veux partager d'autres choses par rapport aux maisons? Ouais, du coup, ce que je parlais par rapport un peu à cette répartition entre tempéraments, j'ai envie de rentrer un peu plus dans le détail dedans, sur moi, comment est-ce que je vois les choses. Mais bon, on m'a souvent dit que je connaissais tellement bien les maisons que je pouvais faire le choix pour moi-même. Et en fait, en vrai, je sens, tu vois, que bah, les personnes qui vont être plus enfin l'énergie de Gryffondor, c'est vraiment, dans ce côté, audace, tu vois? De courage, de j'ose, dans le fait, tu vois, vraiment de passer à l'action. Hem, du coup, c'est un peu l'énergie de «je dépasse mes peurs», tu vois? D'être dans le combat, dans le courage, hein, d'ailleurs, enfin, je me répète, mais dans la bataille de Poudlard, à la fin, tous les Gryffondors décident de rester, mais c'est plus un peu par audace, par bravoure, tu vois? En mode: «Bah oui, évidemment que je vais y aller», quoi. Genre, un peu, tu vois, comme s'ils avaient quelque chose à prouver et donc évidemment, bah, chaque maison va avoir des vertus, mais elle va aussi avoir les vices qui vont avec et donc, bah, forcément, le côté positif, c'est ce côté justement de dépassement de soi, mais peut-être le côté négatif, ça peut être un excès d'orgueil ou un excès de tête brûlée un peu, qu'il Mmh. peut y avoir chez les Gryffondors en tout cas. Les Gryffondors, je les vois un peu effectivement comme, je fonce, j'agis et ensuite je réfléchis.
Mmh. Et des fois, c'était pas forcément la bonne chose à faire, mais ils vont y aller et ensuite, ils vont se dire, «Mais est-ce qu'il fallait que j'y aille?» Ouais. Bah, c'est l'énergie du feu, hein. Mmh. Donc ça flambe et et d'ailleurs, c'est rigolo parce que ce qu'on dit souvent aussi par rapport aux différents corps, en fait, on parle de quand on relie aux 4 éléments, le feu, l'énergie du feu, c'est lié, à l'esprit, en fait. L'air, c'est plus lié au mental, la terre, c'est lié au corps physique et l'eau, c'est plus lié à l'émotionnel. Voilà, juste petite information parce que ça donne une autre vision aussi, une autre perspective, par rapport justement à ces 4 maisons et ces 4 éléments. Mais donc là, ouais, pour rester sur le côté feu, c'est vraiment, pour moi, la capacité numéro un d'un Gryffondor, c'est la passage à l'action et dépasser ses peurs, quoi. Et ça, je Mmh. trouve ça génial, en fait, de se connecter à ça, même quand tu es pas Gryffondor, encore une fois, tu vois? Mais on a tous chacune de ces maisons en nous. Pour moi, c'est un peu comme si on avait, 4 réservoirs, en fait, et ils sont plus ou moins remplis à 100 chacun. Donc on peut être, à 100 Serre d'Aigle et puis à 50 Gryffondor et 60 Serpentard et cetera. Mais en fait, aller se connecter à sa part, à soi, qui est Gryffondor, par exemple, bah, c'est ça. C'est ça qui peut nous aider, à nous dépasser finalement et à passer à l'action aussi dans certaines situations de notre vie. Oui, je suis d'accord. Donc ça, c'était plus pour le côté Gryffondor. Après, le côté, Serre d'Aigle, moi, ce qui me touche énormément chez les Serres d'Aigle, c'est, alors, moi, en tant que Serre d'Aigle, je sais que je m'y reconnais énormément dans mon envie d'être toujours dans un apprentissage permanent, de toujours, être en recherche de me connecter à, comment est-ce que je peux, apprendre et découvrir plus, tu sais, une espèce de curiosité insatiable. Heu, Mmh. Ça, moi, je m'y reconnais vraiment. Je sais pas toi, où est-ce que tu t'y reconnais? Ouais, je suis d'accord, de mon côté, c'est un petit peu bizarre parce que en fait, j'ai eu une curiosité énorme pour plein, plein de choses, mais en même temps donc j'ai envie d'apprendre plein de choses et en même temps, des fois, je me dis: «Non, mais je vais pas regarder ça maintenant parce que je veux avoir le temps de mieux le regarder plus tard» et ou alors de savoir que je vais garder quelque chose à apprendre pour plus tard et donc des fois, j'ai des choses qui attendent, pendant, des semaines, voire des mois ou des années, parce que, j'ai envie de prendre le temps de bien apprendre et de bien découvrir. Et donc pour le coup, moi je sais que je me pose beaucoup à Gryffondor, que je le vois très peu en moi, parce que justement, je vais pas foncer et me dire: «Ah bah je fais ça maintenant, comme ça j'apprends direct», mais je me pose pour avoir du temps et me consacrer entièrement à ça. Mmh, OK. Je sais pas si toi c'est pareil ou pas? Non, pas vraiment. Mais c'est après chacun est différent, hein, Mmh. donc c'est intéressant aussi justement de se poser cette question et puis, bah, du coup, on vous la pose à vous les auditeurs. Finalement aussi, comment est-ce que vous vous sentez connectés là justement à ces différentes maisons? Donc là, on a parlé de Gryffondor. Pour revenir sur Serre d'Aigle, ouais, donc il y a cette notion vraiment de curiosité et puis au-delà de ça, je pense, un peu de créativité et d'originalité, tu vois? Mmh. Hem, pour moi, un des personnages quand même qui est les plus emblématiques dans les Serres d'Aigle, c'est Luna Lovegood et en fait, on voit bien que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'originalité et surtout moi, c'est ce que je trouve extraordinaire en fait dans ce qu'elle partage. C'est un peu le message de Luna Lovegood, tu vois? C'est, en fait, tout est possible tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. Et donc ça lui donne la force justement d'avoir, de la créativité, et de se connecter tout le temps ouais, un peu sa bizarrerie aussi, tu vois? Et c'est Mmh. vrai qu'il y a des cerveaux qui peuvent avoir un petit côté, un peu, effacé ou aérien, tu vois? Un peu déconnecté peut-être, ouais, c'est ça. Parce que, bah, voilà, l'air ça va vers le haut aussi, enfin voilà, vers le ciel et puis, bah, peut-être que des fois certains cerfs d'aigle manquent un peu d'ancrage. Donc peut-être qu'un contact avec un pouf souffle justement qui est plus dans l'énergie de la terre, ça pourrait aider des cerfs d'aigle à redescendre un peu sur terre. Genre le duo, Cho-Cédric. Par exemple, ouais, carrément. Et Et pour du le message de Luna, moi je voyais plus, je vois bien ce que tu dis au niveau du dicton, mais moi je voyais plus, «Sois toi-même, les autres sont déjà pris». En ouais. mode, vraiment elle a pas peur du regard des autres et peu importe en fait parce qu'elle est elle-même, elle est heureuse avec elle-même et bah, si elle arrive à se faire des amis, c'est chouette, elle sera très contente, mais en fait elle va faire des choses pour les autres avant même de savoir est-ce qu'ils m'apprécient ou pas et ça, on le voit notamment avec Harry quand elle dit, «C'est comme être avec un ami» et Mmh. Harry qui répond: «Mais on est amis».
Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que du coup, Luna, elle apporte quand même beaucoup, beaucoup de leçons. Bah, à voir, hein, pareil, peut-être qu'on pourrait faire soit un épisode sur Luna, ou après par thématique aussi, parce que typiquement, tu vois, ce que tu dis sur le regard des autres, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans Harry Potter, en fait, beaucoup d'éléments, de personnages, mais aussi de situations qui permettent au quotidien, en fait, de dépasser peut-être la manière dont les autres nous perçoivent, ou dont nous, on peut avoir peur du regard des autres. Donc, ouais, ça peut être une belle thématique aussi pour un prochain épisode ensemble. Ouais, totalement. Euh, ouais, alors pour revenir sur les 4 maisons encore, puisque on se fait des petites digressions, mais elles sont intéressantes, donc on va les Très garder, je pense. intéressant. Les Poufsouffles, pour le coup, il y a vraiment cette énergie de la terre, euh, dans le sens, en fait, c'est pratico-pratique. Alors, je sais que dans les films, on voit très peu la maison Poufsouffle, mais par contre, dans les livres, elle est plus décrite. Et puis, quand on se connecte vraiment, du coup, justement, à cette notion de Poufsouffle, il y a le côté de la générosité qui est liée à la terre-mère, en fait, tu vois. Souvent, la terre, tu vois, dans la sagesse antique, dans tout ce qui est la Rome antique, la Grèce antique, tu vois, c'est lié à Déméter, la déesse de la terre, qui est l'abondance en fait, parce que c'est celle qui est en lien avec les récoltes. Et donc du coup, il y a cette notion de générosité qui est vraiment très très en lien avec l'énergie de la terre, tu vois, la terre-mère qui donne, qui nourrit finalement les êtres humains. Et je trouve que c'est vraiment très très présent avec l'énergie des Poufsouffles, puisque bah, ils ont cette générosité naturelle, ils ont cette volonté d'accueillir tout le monde, mais aussi, par exemple, bah, on sait que c'est des bons vivants, les Poufsouffles. Donc, on sait que les Poufsouffles, ils ont tendance à accueillir des banquiers facilement. Le moine gras, c'est quand même un fantôme qui est bien en chair. Mm. On sait que Anna Abbott, qui fait partie des Poufsouffles dont on parle d'Harry Potter, elle devient après la patronne des Trois Balais ou du Chaudron Maveur, je ne sais plus, dans la suite des aventures plus tard. Donc voilà, il y a quand même un côté, tu vois, vraiment lié à la terre, à la nutrition, tu vois, au fait d'être nourri dans tous les sens du terme, qui est vraiment très présent dans cette maison. Mm. Tu l'avais vu ça? Ouais, je suis d'accord. Après, je trouve que c'est moins bien représenté dans les films, justement. Notamment, enfin, je trouve ça un peu décevant dans le 4, dans le quatrième film, par rapport à Cédric, qui normalement, bah voilà, c'est un pouf-souffle. Il est généreux, il est loyal, il est aimable, accueillant. Et un passage qui me déçoit beaucoup à chaque fois que je le vois, c'est le moment où Harry vient le voir pour lui parler de l'épreuve des dragons. Et donc c'est Harry, le Gryffondor, qui vient généreusement donner une information à Cédric. Et Cédric, il ricane un petit peu avec ses amis et il dit oui, au fait, désolé pour les badges. Enfin, je leur ai dit de pas les mettre, etc. Mais en même temps, il n'a pas l'air très désolé non plus. Et ce passage-là, je le trouve très contradictoire en fait avec l'esprit des Poufsouffles. Là où après, pour le coup, il vient dire à Harry, bah, va faire un tour dans la salle de bain des préfets. Et là, effectivement, il vient donner de lui-même des informations. Ouais, mais c'est là aussi qu'on voit justement que, bah, après, le film 4, il est quand même assez bâclé, hein, mais Oui, dans les livres, il y a quand même pas la même attitude de Cédric face à Harry, je mm, trouve. Donc c'est vrai je que, suis d'accord. ouais. Ouais, voilà. Et puis après encore, pour continuer sur Poufsouffle, il y a vraiment cette notion aussi de, bah, la directrice de maison, on n'en a pas parlé, mais c'est Chourave. Ouais. Et le professeur Chourave, c'est le professeur de botanique. Pour le coup, elle a vraiment les mains dans la terre, quoi. Mm, Donc il y a aussi cette notion, tu vois, de cultiver un peu, de cultiver son terreau, tu vois, parce que finalement, les Poufsouffles, il y a aussi la notion de la patience. Et je trouve que dans la notion de cultiver, en fait, ce mot, il est juste en fait pour les Poufsouffles parce qu'il y a quelque chose de l'ordre, tu vois, c'est des travailleurs acharnés, on dit souvent, tu vois, qui sont travailleurs, qui sont patients, etc. Et en fait, il y a cette notion de je fais un petit peu tous les jours. euh, je répartis mon énergie en fait un petit peu tous les jours pour que ça dure vraiment dans le temps. Donc il y a quelque chose de très pérenne finalement dans l'énergie de cette maison. Et c'est pour ça que bah, elle est un peu moins mise en avant, en tout cas dans la saga Harry Potter, parce que bah, le héros, voilà, il faut que ça aille tout de suite, que ça pulse et tout. Harry, voilà, c'est un Gryffondor, donc forcément l'énergie du feu. Mais l'énergie des Poufsouffles, c'est vraiment un truc qui se cultive sur le long terme. Et en général, c'est des bons élèves qui sont travailleurs, voilà, qui sont là sur du long terme, quoi. Donc ça, c'est intéressant aussi, je trouve, comme de le voir, de le reconnaître, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, moi je vois pas trop les qualités des Poufsouffles.
mais parce qu'en fait, c'est des choses qui payent pas forcément tout de suite quand tu fais du travail comme ça tous les jours. Mais par contre, cette patience et cette énergie que tu vas y mettre régulièrement, ça va vraiment, donner des fleurs derrière, quoi. Les pousses, elles vont pousser dans le terreau, quoi. Mmh. Et c'est marrant parce qu'effectivement, on dit souvent que, les travailleurs, c'est les cerfs d'aigle, mais en fait, les poufs-souffles aussi, ils sont vachement dans l'apprentissage, dans, le travail et cetera. Mais effectivement, eux, c'est plus, sur du long terme, sur, de la construction à long terme, là où, les cerfs d'aigle, enfin, c'est peut-être plus, à fond dedans. En fait, les Serdaigle, c'est plus de la connaissance. C'est Ouais, plus, tu vois, c'est plus de la connaissance alors que les Poufsouffles, ça va plus être dans le travail en tant l'énergie du travail, tu vois? ouais. Les Serdaigle, c'est plus l'apprentissage, la connaissance, le besoin de connaître, quoi, des choses. Donc c'est 2 énergies qui sont différentes, en lien avec le travail, quoi. Les Serdaigle sont plus dans la profondeur, là où, les Poufsouffles vont être plus sur, la durée. Enfin, travailler dans la durée, alors que les Serdaigle effectivement, c'est, travailler en profondeur et aller à fond dans, enfin creuser un sujet, creuser pour avoir plus d'informations et cetera. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Tout à fait. Mmh. Et puis pour revenir du coup sur ce qu'on disait sur, Poufsouffle et le côté à la terre, à l'abondance, à la nourriture, effectivement, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la salle commune est juste derrière les cuisines, Ouais. donc c'est assez, amusant aussi. Et pour revenir aussi à Chourave, heu, il me semble dans les livres qu'elle est décrite comme effectivement étant aussi, une bonne femme, bien en chair et cetera. Et puis c'est marrant parce que même dans son nom, Chourave ou en anglais, Professor Sprout, donc pareil le chou, bah, c'est un nom d'aliment quoi. C'est assez amusant. Ouais, carrément. Bah, du coup, peut-être qu'on peut passer à la maison Serpentard, un peu toujours sur cette analyse. Tu vois, le Serpentard, moi, ce que je reproche à la saga Harry Potter, c'est que finalement, c'est difficile de trouver un Serpentard «gentil» entre guillemets, qui soit bien décrit. Et pourtant, la maison Serpentard, elle a plein de qualités qui sont extra, et ça vaut le coup de vraiment les mettre en action. Les Serpentards, c'est pas forcément les méchants. Et je trouve qu'il y a une Serpentard en particulier, dont on parle pas dans les films, mais dont on parle dans les livres, et pour moi qui ressort en tant que, Serpentard «gentille» entre guillemets. Est-ce que tu vois de qui je veux parler ou pas? Non. C'est, Andromeda, Black, donc Ah la oui. mère de Nymphadoratans, qui était une Black et qui est allée à Serpentard, et pourtant, c'est quelqu'un, de tout ce qu'on sait d'elle, et puis après quand on la rencontre aussi dans le 7e tome, on sait que c'est quelqu'un de bien, en fait. Et ce que je regrette, c'est qu'il y a qu'une seule personnage finalement qui est décrit, une seule Serpentard qui est décrit comme un personnage bien. Et bah, je me demande si c'est pas aussi pour ça que tu es, une fan inconditionnelle de Rogue, parce qu'au final, c'est quelqu'un qui est, détestable aux premiers abords, mais qui a un fond, incroyable. Peut-être qu'on pourra dédier un épisode, entier à Rogue, parce que sinon tu vas t'attarder pendant trop longtemps. Ouais, et puis Rogue, c'est quand même un personnage qui est très contesté. Alors, Mmh. je sais que, il y a des personnes qui l'adorent, il y a des personnes qui le détestent. Je fais partie des personnes qui l'adorent. Toi? Moi, je l'aime bien, mais je l'adule pas autant que toi. OK. Bon, effectivement, ça vaudrait le coup de faire, un sujet à part entier, sur son cas. Mais oui, donc pour revenir à la maison Serpentard, c'est quand même une maison, qui met vraiment en avant, je trouve, l'ambition. Et l'ambition, en fait, ça peut être hyper porteur. Contrairement, parce que souvent, des fois, on a tendance à associer ambition avec des personnes qui sont mal intentionnées, et en fait, il peut y avoir de l'ambition très bien, intentionnée aussi, en fait. Tout dépend de qu'est-ce que tu ambitionnes, mais en fait, avoir des grands rêves, pour soi, pour le monde, en fait, c'est génial, parce que c'est ça qui porte, en fait, et qui donne l'élan d'avancer, au jour le jour. Et un autre personnage aussi qui est bon à Serpentard, mais ça on le voit dans l'univers étendu, à voir si c'est canon ou pas, c'est, tu vois de qui je parle? Ouais. C'est Scorpius Malfoy, dans L'Enfant Maudit, dans la pièce, donc attention spoiler, mais enfin c'est le fils de Malfoy, de Drago Malfoy, et il est fondamentalement bon. Il est, heu, il est très dévoué à son ami Albus, et il est enfin
toujours d'une grande aide et limite je trouve qu'il a un côté, très époustoufle justement parce qu'il est très loyal envers Albus, il ferait n'importe quoi pour lui. Enfin, sans vouloir trop spoiler, c'est ce que je peux dire, quoi. Après, il y a un côté aussi, tu vois, justement, un peu en opposition pour le coup avec les Gryffondors parce que, dans les défauts qu'on peut trouver, on parlait des avantages et des défauts, mais c'est vrai que dans les défauts des Serpentards, il peut y avoir aussi le côté un peu lâcheté parce que, finalement la réaction, plus instinctive, plus naturelle, c'est la fuite en fait face Mmh. à une épreuve, ou en tout cas faire les choses un peu, de manière souterraine. Donc il y a ce côté, et qui est pas enfin, pour le coup, qui peut être très mal mis en avant et je trouve qu'il y a un côté très polarisant, très, clivant finalement dans la saga Harry Potter de ces enfin, voilà, c'est montré comme un peu, finalement, tous nos systèmes politiques actuels ou comme ça de manigance. Alors qu'en fait, des fois, mettre des choses en place en arrière-plan, pour ses intentions, pour ses rêves, pour ses ambitions, quand, c'est des rêves qui sont pas genre, ceux de Voldemort quoi. Enfin Mmh. imagine, un Harry qui est porté par l'énergie de son cœur, par son énergie vraiment d'amour et tout, du sacrifice de Lily, qui serait à Serpentard et qui vraiment incarnerait entièrement cette pleine ambition, cette pleine envie finalement d'avancer vers un monde plus juste en fait, enfin, tu vois? Donc pour moi, c'est pas du tout inconciliable, au contraire et je trouve aussi que le côté, tu vois, être malin, pouvoir voir, plusieurs cordes à son arc un peu ou en tout cas de voir les différentes options qu'il peut y avoir, c'est quelque chose qui caractérise bien les Serpentards et qui peut être très, très utile en fait comme qualité. Ça aurait pu être très chouette, d'avoir, Harry Potter qui n'a pas rencontré, Ron dans le train et qui ne sait rien du tout des différentes maisons et qui du coup, n'a pas cet a priori sur Serpentard et qui du coup est envoyé à Serpentard et Ah voir, beh, je suis sûre que tu as des ce qu'il fanfictions donne. sur ça, hein. Ouais, c'est possible. Alors maintenant qu'on a fait un peu le tour des différentes maisons, j'ai une question pour toi, Lucie, un peu en lien en fait avec la répartition. Ouais. Est-ce que toi, tu es plutôt pour ou contre les maisons et le système de répartition? Grande question, tu me prends de court. Eh bien, j'ai des raisons de dire pour, des raisons de dire contre, mais pour ça, moi, j'aimerais bien te poser aussi des questions. Est-ce que tu penses que, le Choixpeau a forcément raison dans ses choix de maison? Alors, moi, je pense qu'à 11 ans, c'est peut-être un peu tôt pour choisir une maison parce que je trouve qu'à 11 ans, tu as pas ta personnalité, qui est déterminée entièrement par rapport à qui tu seras toute ta vie. Après, je comprends que c'est pour des besoins, scolaires et puis bon, pour des besoins de l'histoire après aussi, hein. Mais, je trouve que 11 ans, c'est tôt pour déterminer une personnalité. Je pense qu'en fait, tu ton identité, elle est pas terminée. Bon, après, l'identité, elle change tout le temps, hein, mais en tout cas, tes caractéristiques principales, elles sont pas terminées à 11 ans. Et puis, on voit qu'il y a le Choixpeau, il s'est quand même parfois trompé sur certaines personnes. Bon, ceci dit, la plupart du temps, il a quand même raison, quoi. Donc, est-ce il aurait les capacités de détecter vraiment de manière très fine des choses, peut-être des capacités un peu divinatoires finalement de qu'est-ce que va devenir la personne? Je ne sais pas. Tu réponds un peu partiellement à ma question suivante, qui était: est-ce que tu penses que le Choixpeau, il a une voix définitive? Est-ce que, notre personnalité, elle change pas quand on a 11 ans et qu'ensuite on en a 25 et même entre-temps, à l'adolescence, on change énormément? Est-ce que finalement, on est forcé à avoir un seul comportement qui nous définit et qui ne peut pas changer dans notre vie? Est-ce qu'on n'a pas cette capacité d'évoluer et de changer, quoi? Alors, tu vois, c'est là que pour moi, j'ai envie de revenir un peu justement sur, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, on a tous les 4 maisons en nous. Imagine, je vais donner une image, c'est un peu comme si tu avais 4 réservoirs d'essence en gros et en fait, il y en a qui vont être plus ou moins remplis à 100. Et en fait, globalement, tu vas en avoir peut-être un qui va être beaucoup plus rempli que les autres, mais en fait, les quatre font partie de toi. Donc tu vas avoir 4 parties à l'intérieur de toi, et ça va être quelle est la place que tu leur donnes à chacune. Donc forcément, plus tu vas nourrir, par exemple, si jamais tu es déjà à fond, dans, le côté: «Ouais, on y va, je passe à l'action, j'ai pas peur, j'y vais, courage, j'ose» et cetera, très Gryffondor et que tu vas nourrir que ça, que ça, que ça, bah, forcément, en fait, tu vas garder que ton côté Gryffondor et tu vas délaisser un peu le reste. Mais finalement, pour être vraiment équilibré en tant que tel, c'est intéressant
d'aller nourrir, en fait, les autres parties de toi. Donc peut-être si tu as vraiment cette énergie de feu qui est très, très forte, comment est-ce que tu peux aller nourrir, bah, ton côté ambition, ton côté un peu plus serpentard? Peut-être, tu vois, trouver comment est-ce que tu peux être un peu plus rusé, un peu plus malin, ou bien comment est-ce que tu peux aller travailler sur ta créativité, ton originalité, sur le côté serre d'aigle? Ou bien comment est-ce que tu peux aller travailler sur le côté plus, patience, loyauté, enracinement, dans la terre, tu vois, avec les côtés pouf souffle. Et finalement, c'est des choses qui viennent réguler aussi au niveau personnalité, le fait de se réapproprier, les autres parties de soi. Donc sa partie serre d'aigle, sa partie serpentard, sa partie Gryffondor, sa partie pouf souffle. Et évidemment qu'on change. Donc évidemment que, à 11 ans, peut-être que c'est pas le même réservoir qui va être le plus rempli qu'à 25 ans, à 75 ans, et cetera. Mais après, il y a quand même des modes de fonctionnement, des choses qui vont être particulièrement importantes. Tu vois, moi, je sais que je me reconnais toujours dans la maison serre d'aigle, j'allais dire serpentard. Je me reconnais toujours dans la maison serre d'aigle, parce que j'ai toujours ce truc en moi de j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de savoir, de connaître des choses, et cetera. Mais c'est pas pour autant que les autres maisons ne me parlent pas, en fait. Et j'aime bien justement aller chercher en moi, ces autres côtés-là. Et toi? Ouais, je suis d'accord avec toi et c'est une des raisons pour lesquelles, je me dis que ça enfin, en réalité, à Poudlard, bon, il y a les besoins de l'histoire de J.K. Rowling et cetera, mais que ça pourrait être chouette effectivement qu'il y ait un moment donné où, les élèves, ils soient à nouveau passés sous le chapeau et qu'ils soient à nouveau, envoyés dans une maison et comme ça permettrait effectivement que leur caractère puisse changer, leur personnalité évolue et quelque chose que je trouve dommage, mais encore une fois, c'est pour les besoins de l'histoire, c'est qu'à chaque fois, Serpentard est perçu comme la mauvaise maison, et que les autres s'allient contre Gryffondor, que ce soit lors des matchs de Quidditch, lors de la bataille, finale à Poudlard, mais enfin, globalement dans toute l'histoire et je trouve ça dommage parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, bah, c'est les qualités de Serpentard sont pas assez exploitées et que je trouve que c'est chouette d'avoir une appartenance à une maison parce que tu as envie de t'élever ensemble et ça te donne envie effectivement d'avoir du challenge et de gagner des points, de réussir. Ça te donne peut-être même envie de plus travailler pour avoir plus de points et cetera. Hem, mais en même temps, c'est vrai que ce serait chouette qu'ils aient cette opportunité de pouvoir changer de maison sans que ce soit perçu comme un traître qui change de camp Ah, mais c'est intéressant, ouais. et qu'au final, ce soit ils aient cette opportunité de pouvoir changer et par exemple, hem, imaginons Neville qui, au tout début, quand on le voit dans Harry Potter, on se dit: «Mais comment est-ce qu'un un garçon qui est aussi timide, heu, qui qui limite n'a pas trop de caractère. En fait, il arrive à Gryffondor et en fait, à la fin du 1, il va réussir à s'opposer à ses amis, ce qui va lui faire gagner 10 points à la fin et qui en même temps est un peu contradictoire parce que bah, il a Gryffondor, donc forcément il est courageux, donc pourquoi est-ce qu'il gagne 10 points pour ça? Mais mais enfin, ouais, ils auraient tellement à gagner effectivement de pouvoir changer de maison et comme je dis, de pouvoir cultiver d'autres aspects de leur personnalité, pardon. Ouais, et d'un autre côté, ce que tu dis par rapport à Neville, c'est hyper intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui au départ, on a l'impression qu'il a pas du tout ce courage, ces qualités de Gryffondor en lui et peut-être aussi justement que le fait qu'il soit à Gryffondor, ça le tire vers ça, en fait. Mmh. Ça le rend plus Gryffondor. Donc il y a après on peut toujours se poser cette question, tu vois? Déterminisme ou libre arbitre et cetera. Je pense qu'en fait, il y a pas vraiment de réponse. Il y a des côtés pour, il y a des côtés contre les maisons comme tu dis, hein. Peut-être pour ajouter, moi aussi ce que je m'étais noté, c'est, bah, pour, il y a le côté justement que ça te permet de reconnaître et de valoriser, bah, tes qualités, tes valeurs intrinsèquement. Donc peut-être ça peut augmenter justement ton côté estime de soi, et puis, ça peut permettre de mieux se connaître aussi parce que finalement, bon, même pour des moldus, qui aujourd'hui font des tests des maisons, en fait, sentir, tu vois? Ouais, je suis plus Gryffondor, donc j'ai plus ce côté courage ou, je suis plus Poufsouffle, j'ai plus ce côté, patience, loyauté, travail, ce côté, lié à la terre, là, comme on vient de le dire, tu vois? Je trouve que c'est intéressant en termes de connaissance de soi. Mais après, c'est sûr que, d'un point de vue contre, bah, forcément, ça divise, ça pousse, dans des stéréotypes et en fait, on n'est pas fait pour rester des cases, mais pour en sortir justement.
Ouais. Donc sortir, ouais, ton idée de répartir peut-être en milieu de chemin, peut-être après les bus justement comme ça pour casser, le côté égrégore de groupe, mais montrer que, bah, ouais, en fait, il y a pas que la compétition et on n'est pas obligé de se monter les uns contre les autres, ça serait hyper intéressant. Mmh. J'adore, Il y a des faits de fiction à écrire, à vos plumes. c'est clair. Est-ce que par rapport à ce qu'on vient de dire, tu penses qu'effectivement, il devrait y avoir une cérémonie de répartition tous les ans pour tout le monde? Ou est-ce que ça prendrait trop de temps? Et est-ce que ça pourrait être à la demande plus des élèves en disant, bah, moi, j'aimerais bien être à nouveau sollicité par le Choixpeau? Bah, tu sais, la cérémonie de répartition tous les ans, ça serait un petit peu comme les changements de classe, tu sais? Mmh. Où, il y a des classes qui se font, qui se défont et tout. Après moi j'aime bien l'idée de me dire, tu vois, il y a comme un espèce de premier cycle, deuxième cycle avec, les buses et puis ensuite les aspics. Donc peut-être, tu vois, changer au niveau des aspics, je sais pas. Ouais. Peut-être parce que du coup, ils ont plus de maturité, plus d'apprentissage ils sont plus loin dans leur apprentissage et donc peut-être que ça permet d'avoir une personnalité peut-être qui va être plus aiguisée, je sais pas. J'ai envie de te demander, Alice, est-ce que selon toi, le Choixpeau a fait des erreurs de placement dans une maison, de un ou plusieurs élèves? Si oui, lesquels et pourquoi? Bah, concrètement, il s'est planté avec Pettigrew, hein, avec Peter Pettigrew. Chapeau flou entre Gryffondor et Serpentard. Moi, je pense qu'il aurait plus eu sa place à Serpentard. Et puis, bah, je pense qu'il a fait une erreur avec Rogue. Hem, Puisque, bah, Rogue, il a quand même montré son côté très Gryffondor. Après, il a aussi un gros côté Serpentard, en fait, donc c'est pareil, c'est là que tu te dis que peut-être une répartition, ça aurait changé des choses. Je sais pas. Toi, tu vois Mmh. d'autres erreurs, éventuellement? Ah oui, et aussi, pardon, j'en ai oublié une, c'est, Percy Weasley. Ah, j'allais le Heu, dire! Bah, vas-y. Bah, Percy Weasley parce qu'en soi, il a un côté très ambitieux, notamment professionnellement, qu'on ne voit pas dans les films, mais beaucoup dans les livres, heu, où finalement, il cherche toujours à avoir une meilleure place et peu importe, en fait, comment on le considère. C'est-à-dire que, il est considéré, enfin, ses responsables, Barty Croupton, par exemple, ou Cornelius Fudge, des fois, il se rappelle même plus de son nom, il l'appelle mal et pourtant, il prend tout comme de la très haute importance, il doit faire des rapports sur, la taille des fonds de chaudron et il prend ça, comme, le travail le plus important alors que clairement, enfin, je pense que dans le monde Moldu, on voit comme, quelque chose que tu donnes aux stagiaires parce que tu sais pas quoi lui donner et il est très, très ambitieux et il va même en délaisser sa famille donc enfin, pour moi, c'est pas forcément du courage mais c'est plus, de l'ambition et Mmh. Et puis on voit qu'il a du mal à avoir le courage de revenir justement sur sa décision alors qu'il mmh, le dit, hein, à la fin. Il dit, qu'il a pas eu le courage de retourner vers sa famille. En fait, c'est de la lâcheté finalement, donc ouais, il aurait sans doute eu sa totalement. place à Serpentard. Après, je suis d'accord avec toi pour Peter, évidemment, Peter Pettigrew. Et après, en même temps, est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a du courage dans sa lâcheté? C'est-à-dire qu'en fait, il fait tout de façon très lâche. Il est toujours en fuite, heu, comme tu dis. Mais par exemple, le fait qu'ils doivent se couper une main, pour faire revivre Voldemort, bah, c'est quand même vachement courageux. Et donc certes, il va dans l'autre camp par lâcheté, mais en même temps, il doit montrer beaucoup de courage pour faire face à toutes ces épreuves. Couper sa main, rester auprès, de Voldemort alors qu'on connaît ses tempéraments et cetera. Ouais, après il reste près de Voldemort par lâcheté aussi. Enfin, tu vois, c'est par lâcheté qu'il va vers lui, pas enfin, tu vois? Alors que enfin, pour moi, ça reste quand même vraiment de la lâcheté quand même, hein. Ça reste de la lâcheté, mais il y a quand même des enfin, toi, est-ce que, tu aurais le courage de te couper la main? Bah, pour moi, c'est pas une question de courage en fait, c'est une question de folie, hein. Oui, c'est pas faux. Et après, oui, je me suis posé la question aussi pour certains cerfs d'aigle, s'ils avaient, 100 leur place à cerf d'aigle. Je pense que, par exemple, Luna, elle a totalement sa place, mais en même temps, elle a un côté, Poufsouffle qui est fort, où justement elle est très loyale envers ses amis et elle est très patiente aussi. Mmh. Après, est-ce que, Lockhart, il a sa place à cerf d'aigle?
Bah, concrètement, en fait, Lockhart, il a hérité de tous les défauts des serres d'aigle. On a peut-être pas parlé tout à l'heure, mais en fait, le fait d'être, dans la dans le côté, connaissance, savoir et cetera, à un certain excès, tu peux t'enorgueillir, en fait, de ça et finalement, Lockhart, c'est ce qui se passe, en fait. C'est que, il devient vaniteux, en fait et orgueilleux, et donc pour moi, en fait, il rassemble tous les défauts possibles qu'il peut y avoir, en fait, dans la maison serre d'aigle. Tu vois, c'est comme s'il était parti sur la face, sombre un petit peu de de cette maison-là. Bah, c'est-à-dire que ouais, moi je le vois un peu aussi comme, plus limite comme Serpentard en fait que comme Serre d'Aigle. C'est parce qu'effectivement il est très ambitieux et il veut toujours monter, il veut toujours être plus, c'est moi le magicien, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça et en fait, il va utiliser toutes ces qualités de Serre d'Aigle effectivement, de connaissances et cetera, mais à mauvaise fin. C'est-à-dire au lieu de faire de la recherche, au lieu de lui-même d'être courageux et d'utiliser son côté Gryffondor pour aller, battre un troll et cetera, en fait, il va juste, être rusé et utiliser la détermination des Serpentards pour utiliser certains sorts et s'approprier les histoires des autres. Mmh. Donc voilà, pour moi, il a plus un côté Serpentard que Serdaigle, mais bon. OK, bon, bah, merci. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même, vraiment plus un déséquilibre, tu vois? Bon, après, oui, il y a des petits côtés, roublards pour le coup, mais bon, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même quelque chose où il a quand même sa place à Serdaigle et malgré tout ce qu'on peut dire, parce que bon, c'est pas agréable d'avoir des modèles comme ça, comme c'est pas agréable d'avoir Peter Pettigrew, Mm. chez les Gryffondors, quoi. Donc bon. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur la thématique des quatre maisons ou pas? Bah, peut-être pour clôturer cet épisode, j'ai envie de poser des questions, de vous poser des questions à vous les auditeurs, en fait. Hem, Peut-être c'est de vous poser la question donc, à quelle maison est-ce que vous sentez que vous avez une appartenance? Et peut-être si au-delà de ça, si vous deviez donner un peu un pourcentage de à combien pour cent est-ce que vous incarnez le Gryffondor en vous, le Poufsouffle en vous, le Cerf d'Aigle en vous et le Serpentard en vous? Finalement, quelle est la maison qui est le plus représentée dans votre personnalité actuelle et celle qui est la moins représentée dans votre personnalité actuelle? Et peut-être aussi du coup, autre question encore, c'est, comment est-ce que vous pourriez faire pour, renforcer la maison qui est la moins présente actuellement dans votre personnalité? Parce que, ben, on sait toujours que pour être équilibré, il faut renforcer le point faible, plutôt que de renforcer le point fort. Donc, par exemple, si vous sentez que, vous êtes, à 98 Poufsouffle et 3 Serpentard, bah, peut-être que votre côté Serpentard, il va falloir le renforcer. Alors quelles actions est-ce que vous pouvez mettre en place pour les renforcer? Et ça peut être, aller incarner un peu plus les valeurs de cette maison, mais même ça peut être des choses très simples comme déjà juste se relier à l'élément, par exemple, en lien avec votre maison ou bien à l'animal en lien avec votre maison, donc de la maison, qui est la moins représentée, hein. Donc je rappelle pour les éléments, on avait dit, Gryffondor, c'est en lien avec l'élément feu, Cerf d'Aigle en lien avec l'élément air, pour Poufsouffle en lien avec l'élément terre et Serpentard, en lien avec l'élément eau. Et par exemple, en fonction des moments de vie, pareil, moi je sais qu'il y a des fois où, je sens que je me sens moins courageuse et donc je vais aller, peut-être relancer un peu le côté, courageuse avec un passage à l'action un peu fou en termes de Gryffondor ou bien, juste me connecter à l'élément feu avec une bougie ou bien par exemple le côté terre, bah, quand je sens que je suis plus trop connectée à mon côté Poufsouffle, bah, revenir dans quelque chose de plus ancré, peut-être, tout simplement faire de la botanique ou du jardinage comme Chourave. Ou bien, prendre un peu plus de plaisir sur mon rapport à la nourriture, par exemple. Sentir comment est-ce que je peux, faire pour ressentir du plaisir en mangeant, un bon festin, par exemple, comme les Poufsouffles. Enfin voilà, comment est-ce que vous pouvez rééquilibrer finalement les 4 maisons à l'intérieur de vous? Est-ce que ça te semble un exercice sympa à faire, Lucie? Ouais, carrément. N'hésitez pas à faire cet exercice et à nous partager si vous le souhaitez, ce que vous en avez pensé ou les résultats de ce petit exercice sur notre compte Instagram Les Bizarres Sisters et on pourra faire un point au début de l'épisode prochain avec les statistiques un petit peu qui ont sorti de nos auditeurs. Juste pour conclure, effectivement, je pense que ça pourrait être intéressant de faire un podcast spécifique
sur les différentes écoles de magie. Donc on connaît bien évidemment Poudlard, mais il y a plein d'autres écoles de magie qui existent dans le monde. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez nous dire, on pourra voir si on peut faire un épisode spécifique là-dessus, mais notamment Ilvermorny, l'école de sorcellerie américaine qui se trouve dans le Massachusetts. Il y a 4 maisons également, donc c'est pas les mêmes, mais c'est marrant de voir que c'est le même principe et qu'il y a le même principe de répartition dans 4 maisons différentes. Ouais, c'est une classification, mais qui est différente, en fait. Mais après, d'un autre côté, c'est pas étonnant qu'il y ait de la classification par maison aussi, puisque ça a été inspiré de Poudlard, hein, Oui, dans la création. Donc, c'est ce que je je voulais suis pas dire sûre que aussi. je suis pas sûre que ce soit le cas sur les autres écoles de sorcellerie dans le monde. Ouais, c'est pour ça pourrait être intéressant de faire un épisode spécial. Voilà. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Merci Alice. Merci Lucie, c'était super chouette. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao! Les Bizarre Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos. Enchantement accompli.